Si vous avez déjà essayé de capturer des animaux en pleine nature, vous savez que ce n'est pas quelque chose de si simple, et que vous allez sans doute passer des heures à observer, mais parfois vous allez rater l'instant parfait, ou tout simplement que vos photos ne vont pas refléter parfaitement ce que vous avez imaginé. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer et partager 3 conseils personnels que j'utilise à chaque fois lors de mes sorties, qui m'ont permis de passer à des photos un peu banales à de bien meilleurs résultats. Et vous allez voir qu'en plus de ça, c'est applicable avec n'importe quelle espèce, dans n'importe quel environnement. Et ça, eh bien, ça peut être vraiment intéressant. Et pour vous montrer que ça fonctionne, je vais moi-même appliquer ces 3 conseils en direct sur le terrain lors de cette vidéo. Comme ça va vous permettre de comprendre un peu mieux quelles sont les démarches et quelles sont les 3 étapes essentielles pour réaliser des meilleures photos. Alors, aujourd'hui, j'ai opté pour une espèce qu'on connaît très bien, qui est présente dans, en plus de ça, presque toute la France, je parle du chevreuil. Et effectivement, j'ai choisi cette espèce parce qu'elle cochait parfaitement ces 3 étapes qu'on va suivre ensemble, et en plus de ça, c'est un passage obligatoire, en tout cas, du moins presque, pour les débutants en photographie animalière. Et bien sûr, je compte sur vous pour appliquer ces conseils sur n'importe quelle espèce, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous avez choisi comme espèce dans les commentaires lorsque vous allez appliquer ces 3 conseils-là. Et d'ailleurs, si ce genre de format vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça m'aide énormément et ça me permet de continuer à créer ce genre de contenu. Alors maintenant, passons à la première étape. Le premier conseil que je vais directement appliquer, c'est de vous concentrer sur une seule et même espèce. Mais ce choix, il ne doit pas se faire au hasard ni au moment où vous allez arriver sur le terrain. Ce travail de recherche et de réflexion doit être fait en amont et il est essentiel pour savoir où vous placer, à quel moment et comment aborder votre sujet sans le déranger. On n'oublie pas, c'est le plus important. Ensuite, une fois arrivé sur le terrain, ce conseil prend une deuxième dimension, restez concentré. Et c'est là que ça devient parfois un peu difficile. Vous pouvez croiser d'autres animaux qui capturent votre attention, un oiseau, un écureuil ou même un autre mammifère, c'est tentant de vouloir les photographier aussi, mais en réalité, en vous focalisant sur une seule espèce, vous allez pouvoir être beaucoup plus réactif et préparé lorsque l'animal que vous attendez pointera enfin le bout de son nez. Parce que si je peux vous parler un petit peu de mon expérience perso, effectivement au tout début, je voulais tout photographier. Alors oui, j'avais plein de photos d'espèces différentes, mais malheureusement, eh bien, je n'avais aucune qui sortait vraiment du lot. Parce que, à vouloir vraiment tout photographier, j'avais plein de photos, mais sans pour autant qu'elles soient belles. Maintenant, on va pouvoir passer au deuxième et au troisième conseil, mais pour que ça soit un peu plus parlant, on va direction sur le terrain, ça va être plus intéressant, vous allez voir ça. Allez, c'est parti, vous me suivez. Me voilà arrivé sur le terrain après avoir réalisé le premier conseil qui était de connaître parfaitement l'espèce que je m'apprête à photographier et surtout s'occuper d'une seule et même espèce pour chaque sortie. Là en l'occurrence j'ai choisi le chevreuil, alors j'avoue, j'ai fait le flemmard, je la connais parfaitement donc j'ai pas eu besoin de faire mes recherches, mais si vous apprêtez à photographier une espèce que vous ne connaissez pas, eh bien faites vos recherches en amont avant même d'arriver sur le terrain. Bon, une fois que ça c'est compris, ça devrait être simple. Une fois que vous connaissez parfaitement l'espèce, en tout cas les rudiments, c'est-à-dire les traces qu'elles peuvent laisser et où la trouver, eh bien vous allez pouvoir arriver sur le terrain et pour le chevreuil, ça va être assez simple, il adore les prairies avec des bosquets. Alors qu'est-ce que c'est des bosquets? Eh bien c'est des petits regroupements d'arbres qui vont lui permettre de venir se reposer pendant la journée et au lever du soleil et au coucher du soleil, ils vont pouvoir sortir de ces bosquets pour pouvoir venir se nourrir dans ces prairies. Alors pour le coup ici je sais pas exactement s'il y a des chevreuils, j'ai vraiment joué le jeu à 100%, alors grâce à la bonne connaissance de l'espèce que je m'apprête à photographier, donc le chevreuil, eh bien je connais les traces qu'ils peuvent laisser et du coup ça peut être des empreintes de sabots et aussi pourquoi pas du pelage. Bon là en l'occurrence il n'y a pas de barbelé ou autre, donc ça va être un peu compliqué de trouver du pelage, on peut même voir des bois de chevreuil en suivant les saisons, mais du coup là le plus évident ça va être de trouver des traces. Là, parfait. C'est ce que je recherchais. On cherche des traces, des éléments où on va pouvoir savoir s'il y a du chevreuil dans le coin. Et là, pour le coup, bingo,
il y a des traces de chevreuil. Alors, comment les différencier? C'est vrai que les empreintes de chevreuil, on peut facilement les confondre avec d'autres espèces comme le cerf ou pourquoi pas le sanglier. Et donc, bon, le cerf, ça va être assez simple. Par chez moi, il n'y en a pas, donc déjà, on l'évince du problème. Par contre, le sanglier, il y en a. Et beaucoup, surtout. Et donc, ça va être facile de les différencier, mais quand on débute, on peut facilement se perdre. Moi, ce que j'ai fait au tout début, c'est-à-dire que je prenais un petit bouquin où il y avait toutes les empreintes de toutes les espèces. Comme ça, si j'avais un doute, j'avais simplement à feuilleter le bouquin et j'avais ma réponse. Alors commençons par le cerf. Si je peux vous rassurer, il n'y a quasiment aucune façon de se tromper, car l'empreinte des sabots principaux vont être beaucoup plus longues et beaucoup plus larges. On va compter 7 à 9 cm, voire jusqu'à 10 cm chez de très grands mâles, et de largeur 5 à 6 cm. Donc une empreinte nettement plus grande que celle du chevreuil. Par contre, la vraie difficulté, ça va être entre le chevreuil et le sanglier. Le sanglier, lui, va avoir une longueur de 5 à 7 cm, et de largeur, eh bien, elle est souvent presque aussi large que la longueur. Donc, un sorte de carré au final. Par contre, le chevreuil, lui, la longueur va être de 3 à 5 cm et de largeur de 2 à 3 cm. Donc, une empreinte plutôt petite et étroite. Donc, si vous avez quand même un problème à identifier, eh bien, le vrai moyen de les différencier, c'est que derrière les sabots principaux chez le sanglier, on va voir apparaître de temps en temps des ergots. Et donc, si vous voyez ça, eh bien, pas de souci à ce niveau-là, il s'agit de sanglier. Mais là, moi, j'arrive complètement à observer les traces de chevreuil. Alors, pour le coup, c'est un peu compliqué quand même, parce que ces temps-ci, il y a eu énormément de pluie, et donc forcément, ça dissimule un petit peu les traces que les chevreuils et les animaux peuvent laisser. Mais là, j'ai pas vraiment de doute. Donc, on va s'installer juste à côté d'une botte de paille qui va être vraiment juste derrière moi. Ça va me permettre justement de pouvoir me cacher et installer correctement mon affût. Mais ça, on en reparle un peu plus tard. Allez, je m'installe. Bon, bah malheureusement, j'arrive à l'endroit où je voulais installer mon affût, mais il y a plein d'eau. Et honnêtement, je risque d'avoir les pieds dans l'eau. Bon, c'est pas très grave finalement. Je pense que je vais m'installer juste ici en fait. Il y a la botte de paille qui va me servir pour me cacher du côté droit. Et puis à gauche, du coup, je vais avoir une belle vision sur l'ensemble du champ. Et donc l'intérêt de l'affût, même si on va en parler un peu plus en détail juste après, c'est vraiment d'être dissimulé en grande partie et avoir vraiment une fenêtre de tir où, façon de parler, où on va pouvoir bien observer, mais on n'aura pas une grande vision sur l'ensemble du champ. Je préfère largement être caché du côté droit pour vraiment être dissimulé à la perfection et pouvoir quand même regarder de temps en temps si, par exemple, les chevreuils se décident de venir du côté droit, même si honnêtement, il n'y a pas beaucoup de chance, je pense. Ils vont surtout venir d'en face. En tout cas, je croise les doigts. Je m'installe et on parle du deuxième conseil. Allez, c'est parti. Me voilà installé, je vais pouvoir vous parler enfin de l'affût qui est le conseil, je pense, le plus important, en tout cas ce qui m'a fait le plus progresser en termes de qualité d'image. C'est là où j'ai eu les meilleurs résultats et je pense pas qu'il y a du hasard dans ça. Alors pourquoi pratiquer l'affût plus que la billboard? Alors pour ceux qui savent pas déjà différencier ces deux termes, eh bien considérez que l'affût c'est l'animal qui vient à toi et la billboard, eh bien c'est vous qui venez à l'animal. Alors oui, c'est vrai, avec ces deux méthodes, il y a des avantages et des inconvénients, mais en tout cas pour réaliser de bien meilleures photos, eh bien il n'y a pas photo. Vous l'avez? Eh bien, il faudrait pratiquer de l'affût. Vous allez avoir de bien meilleures proximités, même si c'est toujours pas vraiment quelque chose qui va vous garantir une meilleure photo, mais en tout cas, vous allez pouvoir avoir de meilleures proximités sans déranger. Vous allez pouvoir réfléchir bien mieux à votre composition, alors que la billboard, eh bien, c'est plus l'animal qui va créer la composition, parce que vous n'allez pas tellement pouvoir bouger une fois que l'animal est devant vous. La plupart des animaux sauvages sont craintifs, et donc forcément, vous allez être limité par le fait qu'il vous a remarqué ou pas. Et donc tout de suite ça vous bride dans votre composition, dans votre création, alors que l'affût, si vous l'avez complètement imaginé avant même que l'animal arrive, alors oui, ça demande un peu de temps et ça demande beaucoup de pratique, mais à terme vous allez réussir à faire des photos qui vont être incroyables, et ça je vous le garantis. Alors oui, il y a des inconvénients à l'affût, c'est que vous n'allez pas toujours avoir de belles photos ou de photos tout court. Vous allez sans doute rentrer bredouille la plupart du temps, mais en tout cas le jour où ça marche, eh bien ça marche pour de vrai, et là c'est à ce moment-là que vous allez réussir à avoir de magnifiques photos. Et
D'ailleurs, l'affût, le premier affût, comme je le fais là, eh bien, ça sera pas sans doute le meilleur affût. Je vais peut-être en voir un peu au loin, mais je vais pas sans doute faire la photo de l'année. Mais par contre, en pratiquant et en connaissant les espèces qui vont se balader sur ce champ, eh bien, petit à petit, vous allez voir, je vais réussir à avoir de bien meilleures proximités et de meilleures photos. Donc, il commence à pleuvoir, c'est pas bon signe, mais on va espérer que ça change. Allez, c'est parti. Il y a un chevreuil qui est à 100 mètres, 200 mètres plutôt, qui est le haut du champ. Il est loin. Mais c'est fou, il y a un chevreuil. Donc voilà à quoi ça sert l'affût. Les premiers affûts, vous n'allez pas être hyper près, comme j'ai fait là, mais au moins je vais pouvoir prendre des informations sur les déplacements qu'il va faire, et puis réaliser peut-être une petite vidéo au loin, c'est toujours ça de prix, et c'est toujours agréable de pouvoir en observer. Mais à terme, je vais pouvoir réfléchir à comment je pourrais me placer d'une meilleure façon pour pouvoir réaliser de plus belles photos. Déjà là, je pense que si je me serais mis beaucoup plus sur le bord du champ, eh bien, je pense que j'aurais pu réaliser une belle photo. Donc c'est petit à petit, on réalise un affût avec le temps et l'expérience. Bon, j'arrête de parler, je vais l'observer. Je vais pouvoir terminer cette vidéo avec le troisième et dernier conseil, la cerise sur le gâteau, ce qui va vous permettre de vraiment vous débloquer de certaines situations en ayant des photos un peu basiques et vraiment vous démarquer du lot. Alors déjà, ils sont partis au loin, je vais pouvoir parler un tout petit peu plus fort, je vais pas abuser non plus, mais déjà c'est une super belle rencontre et je suis trop content. Mais je vais pouvoir vous parler du troisième conseil. C'est du coup d'anticiper l'espèce et l'individu. C'est deux termes qui sont différents et c'est deux termes que j'ai donnés, mais ça pourrait très bien être remplacé par d'autres mots. Mais en tout cas, je trouvais ça intéressant de les différencier comme ça. Donc, anticiper l'individu, c'est ce qu'on vient de voir aujourd'hui. C'est-à-dire que les chevreuils qui sont présents sur ce champ-là, je sais qu'à 18h, ils sortent de ce bosquet-là et même si c'est pas une source sûre, je suis quasiment sûr que demain, presque, ils vont sortir quasiment du même endroit. Et donc ça, c'est anticiper l'individu parce que du coup, je vais pouvoir réfléchir pour faire un affût un peu plus proche cette fois-ci, en me mettant le long du champ pour pouvoir peut-être gagner quelques mètres et réaliser une meilleure proximité. Ou pourquoi pas réaliser une meilleure composition. Je sais pas, j'aurais pas réfléchi pour le coup, mais pouvoir réfléchir à tiens, ils sortent d'ici, donc avec l'arbre qui est en fond, ça peut être sympa. Bref, anticiper l'individu pour réaliser de meilleures photos. Et anticiper les mouvements d'une espèce, ça veut dire quoi? Eh bien, tout simplement, chaque espèce va faire des mouvements et des comportements très particuliers à eux. Alors, ça peut être des comportements qui vont vous permettre d'avoir de meilleurs résultats en termes de photos, ou d'autres qui vont vous permettre de comprendre qu'il faudrait arrêter de faire des photos. Alors, en l'occurrence, le chevreuil, parce que c'est pour ça que je suis venu ici, eh bien le chevreuil, quand il va sentir qu'il y a une présence, ils vont faire tout un tas de mouvements, c'est-à-dire que les oreilles vont peut-être s'agiter un petit peu, ils vont se déplacer pour chercher le sens du vent, ou peut-être que la petite queue, elle va bouger un petit peu par signe de nervosité. Bref, tous ces mouvements-là vont nous indiquer qu'il faudrait peut-être arrêter de faire des photos, parce que le bruit du déclenchement, ou simplement moi qui est derrière, bah je me suis fait griller, et il faudrait peut-être arrêter pour éviter de l'effrayer. Et donc tout ça, c'est des comportements qu'il faut comprendre, chaque espèce en ont, et donc le chevreuil, lui, n'échappe pas à la règle. Alors qu'il y a d'autres comportements qu'il faudrait peut-être anticiper pour réaliser de meilleures photos, et j'aime bien prendre l'exemple du héron cendré. Lorsqu'il va s'apprêter à plonger son bec pour choper un poisson, il va faire tout un tas de mouvements pour se calibrer et dire à nous, mais lui c'est simplement pour mieux pêcher, mais en tout cas nous on doit les comprendre comme ça, et du coup c'est ça, il va se calibrer petit à petit pour plonger, et donc nous une fois qu'on voit ces mouvements là, on doit être prêt déjà à déclencher pour choper le bon moment. Et donc tout ça c'est des comportements qu'il faut anticiper pour pouvoir réaliser de meilleures photos, avec des photos qui sortent un peu plus du lot. Voilà, je pense que je vous ai plus ou moins tout dit par rapport à ces 3 conseils qui vont peut-être vous permettre de vous améliorer. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à la liker aussi, puis à la partager, ça me permet vraiment de savoir si vous aimez ce genre de contenu. Maintenant je vous dis dans une prochaine vidéo, restez curieux et engagés. Peace.